Vendredi 7 mai, mesdames et messieurs. Vendredi le 7 mai, bienvenue à En Zone Neutre. J'espère que vous allez bien, bienvenue. Petite musique ce matin. Yeah. C'est drôle parce que cette musique-là est tirée, c'est un non-copyrighted music qui vient d'une pub de café. Donc voilà, bon café à tout le monde ce matin. Hey, j'en profite pour vous dire que le podcast est présenté par l'Auberge et Club de Golf Héritage à Notre-Dame-de-la-Paix. Réservez vos temps de départ 819-522-6622. Après la pluie, le beau temps, donc il va faire beau aujourd'hui. Allez-y, allez faire un tour là-bas vendredi comme ça. Rallongez votre week-end. Allez faire un tour du côté du Club de Golf Héritage. Allez voir Denis. Allez voir mon chum Denis qui va vous accueillir comme d'habitude, comme si vous étiez le roi de la place. Donc, allez faire un tour de ce côté-là. Yes. Voilà. Écoutez, bonjour. On parle de sport encore ce matin. Hier, j'étais live du côté de En Zone Neutre Live et on a eu bien du fun. On a jasé de balles en masse avec les gars de Passion MLB. C'était tellement intéressant de jaser avec eux autres. On a jasé du rendement des Blue Jays après 30 matchs. Du rendement de la plupart des divisions, justement, après 30 matchs dans le baseball majeur. Donc, c'était plutôt intéressant de jaser avec eux autres. On a jasé, bien sûr, de Albert Pujols, qui a été libéré par les Angels de Los Angeles. Et c'est tout à fait bizarre comme histoire. Albert Pujols qui joue pas nécessairement beaucoup cette année parce que, Pujols ne joue pas vraiment en défensive. Là, il peut jouer au premier but, il peut jouer comme DH, là, frappeur désigné. Sinon, il ne fait pas partie de la formation. Et avec une moyenne en bas de 200, faut dire qu'il n'est pas tellement utile à sa formation quand il est dans l'alignement. Donc, c'est clair que ce gars-là s'en va directement au temple de la renommée du baseball, mais fin de carrière oblige, il n'est plus aussi dominant qu'il était. Donc, ne sert plus nécessairement aux Angels. C'est plate parce que ce gars-là a donné tellement de bonnes années au baseball majeur, notamment quand il était dans l'uniforme des Cards de Saint-Louis, où est-ce qu'il a connu des saisons magiques, frappeur de circuit, mais aussi frappeur de moyenne. Je le disais sur le podcast hier avec Charles-Alexis puis Pascal. C'est probablement le gars qui frappait la balle en flèche le plus solide que j'ai vu dans le baseball. Là. C'était quand elle sortait du bâton, là, c'était le lanceur qui se trouve à 40 pieds du marbre, là, il trouve qu'elle s'en venait vite en tabarouette. Là, donc c'est ça. Albert Pujols, c'est de valeur, mais bon. Le Canadien de Montréal trouve toujours des manières de décevoir ses partisans. Encore une fois, hier, défaite de 5-2 contre les Maple Leafs de Toronto. Les Maple Leafs en ont aligné 4 buts solides en première période. C'était une nouvelle façon de faire du Canadien. On donne l'avance à l'autre équipe, 4 buts, et on essaie de remonter. Le Canadien n'a pas si mal joué à partir de la deuxième période, notamment à un moment donné, c'était devenu 4-2 et le Canadien a bénéficié d'un avantage numérique. N'a pas capitalisé, mais aurait pu capitaliser sur cet avantage numérique-là. Ça aurait changé complètement l'allure du match. Et ce matin, on parlerait peut-être encore une fois dans les médias montréalais d'une remontée historique, parce qu'on a la remontée historique assez facile du côté des médias à Montréal. Mais tout ça pour dire que le Canadien, bien que leur place en série est assurée, ou presque, le Canadien trouve des moyens de donner confiance aux Maple Leafs, parce que là, on se rapproche de plus en plus d'un affrontement à Toronto-Montréal en première ronde des playoffs. Et les Maple Leafs ont l'ascendant sur le Canadien big time parce que
Le Canadien n'est pas capable de battre les Maple Leafs. Les Sénateurs n'ont pas aidé cette semaine, n'ont pas aidé nécessairement mercredi en battant le Canadien. J'ai pas fait de podcast hier matin pour en discuter avec vous. Les Sénateurs sont impressionnants, vraiment très impressionnants. C'est une équipe tellement rapide. Oui, ils ont des jeunes espoirs, puis ça, c'est indéniable. Là. Le repêchage leur a été bénéfique et ils ont une belle équipe sous la main. Par contre, la vitesse de cette équipe-là me surprend parce que c'est pas juste des joueurs rapides là, qui fait partie de cette formation-là, mais le tempo donné par les joueurs, par tout le monde, en fait, c'est un tempo super rapide. Donc, de la relance, de l'échec avant, soutenu. Puis des gars comme Nick Paul, les joueurs un peu moins rapides comme Nick Paul ont l'air rapides dans un système où est-ce que c'est vraiment dynamique. Là, donc, impressionnant les Sens. Et puis... j'ai vu un peu dans les médias un peu partout que les Sénateurs étaient la bête noire du Canadien. Moi, je suis pas d'accord avec ces affirmations-là de bête noire. Je veux dire, quand tu regardes de la manière que les Sénateurs jouent depuis une vingtaine de matchs, j'ai vu quelque part que les Sens étaient dans les meilleures moyennes de victoire là, dans les 20 derniers matchs. Quand tu vois de la manière que cette équipe-là joue, on peut pas parler de bête noire, on parle seulement d'une équipe qui commence à atteindre son apogée. Là, et malheureusement, dans une saison de 56 matchs, ça aurait été trop peu trop tard pour les Sénateurs pour participer aux séries. Mais on peut penser que dans une saison de 82 matchs, une saison complète, avec le rythme que les Sénateurs ont réussi à aller chercher vers justement le 40e match peut-être ou le 35e, 40e match, on peut penser que cette équipe-là aurait pu faire du dommage et si ça n'avait pas été aussi des performances un peu en dents de scie des gardiens de but en début de saison. Donc, on se reposait beaucoup, on donnait beaucoup de la responsabilité aux gardiens en début de saison parce que le jeu global défensivement des Sens était à chier pour prendre une expression bien connue. Et on s'en remettait beaucoup aux gardiens de but et Matt Murray qui était là au début de saison, Högberg aussi, qui n'avait pas fait le travail, Marcus Högberg non plus n'avait pas fait le travail. Donc on se retrouvait avec des gardiens de but, des performances de gardiens de but un peu en dents de scie, un peu inégales et tout. Et force est d'admettre que le fait d'essayer à peu près tous les gardiens possibles de l'organisation a mené à la découverte possiblement de 2 gardiens ou 3 gardiens qui vont pouvoir se séparer ce travail là dans les prochaines années. Joey Daccord, Anton Forsberg et Philippe Gustafsson. Donc, c'est probablement les 3 gardiens d'avenir de l'organisation. À un moment donné, il va falloir que l'organisation prenne une décision. Forsberg est un petit peu plus vieux que les 2 autres, si je ne me trompe pas. Il vient de signer un contrat d'1 an avec l'équipe pour l'année prochaine. Donc, à suivre, mais Forsberg, dans tous les gardiens de but qui ont été devant la cage des Sénateurs, c'est celui qui m'a impressionné le plus, suivi de très près par Gustafsson et Daccord. Mais ça va être beau de voir ça. Puis c'est ça. Pour revenir aux Canadiens, parce que bon, ça c'était ma parenthèse vers les Sens. Pour revenir aux Canadiens, le Canadien pourrait encore rattraper les Jets et ils vont encore une fois s'en remettre aux Sénateurs. Donc les Jets affrontent les Sens samedi et les Sens pourraient encore une fois donner un solide coup de main aux Canadiens en battant les Jets. Et je crois que si le Canadien veut avoir une mince chance de peut-être remporter une ronde en série, il doit absolument rattraper les Jets et affronter les Oilers plutôt que les Maple Leafs. Donc ça, c'est mon opinion. Je pense que les Maple Leafs, bien que les Maple Leafs ont la fâcheuse manie d'être pas mal ordinaire en série, quand tu regardes la formation cette année puis la confiance avec laquelle ils jouent, je pense que c'est peut-être leur année pour ne pas se faire éliminer en première ronde. Donc ça va être déjà un accomplissement pour la formation torontoise de ne pas passer la première ronde. Mais je crois que le Canadien ne peut pas battre les Maple Leafs, mais les Oilers qui ont un talent offensif indéniable et pas mal moins solide devant le filet puis en défensive, au niveau du jeu défensif global aussi. Donc, malgré la récolte de points puis la position qui est légitime en 2e place de la division Nord des Oilers, je pense que le Canadien peut peut-être battre les Oilers, mais il va devoir jouer pas mal mieux qu'il a joué hier soir parce que donner l'avance 4-0 à la formation adverse,
c'est rare qu'on voit une équipe remonter. Puis ça, c'est drôle parce que moi, j'ai un chum qui s'appelle Marc-André qui m'a toujours dit quand une équipe prend l'avance 3-0 en première période, généralement, ils perdent la game parce que tu commences à jouer un petit peu plus mou. T'en donnes un, pas une catastrophe. T'en donnes deux, OK, on a encore l'avance. Puis là, tu te mets à paniquer à 3-2. Puis là, souvent, ça finit à l'égalité, peut-être en prolongation, en tir de barrage. Mais c'est très, très, très fréquent que la formation qui tire de l'arrière 3-0 après une période gagne le match. Mais à 4-0, ça devient complexe. Ça devient très compliqué. Donc voilà. Sinon, dans le joli monde du hockey, hier, il y avait des matchs super intéressants et ce soir aussi. Ce soir-là, si vous voulez vous coucher tard, vendredi soir, grosse semaine, vous voulez avoir de quoi regarder, là, les matchs dans l'Ouest ce soir sont sublimes. Là. Ce soir, on a peut-être celui qui intéresse le moins, là, les Coyotes contre les Sharks, mais sinon, les Blues de Saint-Louis qui affrontent les Golden Knights de Vegas. Ça, c'est une belle rivalité. Les Blues qui doivent gagner le plus de matchs possible pour concrétiser leur place en série. L'Avalanche qui affronte les Kings de Los Angeles. En plus, c'est à Sportsnet, donc c'est disponible à la télé. Et les Ducks d'Anaheim, les Ducks qui jouent du bon hockey en ce moment, les Ducks contre le Wild du Minnesota. Le Wild du Minnesota, 33 victoires, 14 défaites, 5 défaites en prolongation. Le Wild qui est tout feu, tout flamme. Donc, dans l'Ouest, là, il y a des bons match-ups ce soir. Puis le hockey que présente l'Avalanche du Colorado, c'est impressionnant. Là. C'est vraiment impressionnant. C'est le fun de les voir jouer. Regardez, l'Avalanche fiche de 34 victoires, 13 défaites, 4 défaites en prolongation. L'Avalanche est là. L'Avalanche est le fun à regarder jouer. Et les Kings de Los Angeles, malgré une fiche de 21 victoires, 24 défaites, c'est une équipe qui va être pas mal forte dans les prochaines années. Ils ont bien repêché Quinton Byfield qui fait partie de cette formation-là présentement. Donc, c'est intéressant de les voir. Sinon, dans l'Est, c'est plus tranquille. Les Flyers qui affrontent les Capitals de Washington. Les Capitals avec Super Tom Wilson, bulle au cerveau. Je disais à la rigolade un peu que les Rangers étaient 245 000 $ dans le trou parce que Tom Wilson a eu une amende de 5 000 $ que l'équipe va payer, que les Capitals de Washington ont déjà payé probablement. Et les Rangers ont eu une amende de 250 000 $. Donc, si on fait le calcul, je ne suis pas fort en maths, mais j'ai fait quand même mes 5,36. Ils sont dans le trou de 245 000 et un match de suspension. C'est mon analyse de la situation. Plusieurs ont adoré du bon vieux hockey comme dans le temps, le match après l'incident entre Panarin et Wilson. Beaucoup de gens s'en sont donnés à cœur joie sur les médias sociaux. Ah, ça, c'est du hockey comme dans le temps, tout ça. Belle mentalité d'arriéré parce que en fait, c'est pas ça le hockey. Oui, des rivalités. Des rivalités qui sont basées sur des matchs en entier, sur des séries éliminatoires qui se sont disputées entre les deux équipes, des rivalités qui sont bâties sur des événements hockey et non bagarre. Ces rivalités-là sont intéressantes. Donc, moi, je suis plus enclin à regarder un match Canadien-Sénateur, Canadien-Boston, qu'on n'a pas eu cette année à cause des nouvelles divisions. Sénateur-Maple Leafs, la bataille de l'Ontario. Je suis plus enclin à regarder ces rivalités-là que des rivalités éphémères comme les Capitals contre les Rangers après un incident qui n'aurait même pas dû se passer. Je veux dire, Wilson aurait dû recevoir une suspension et ces échauffourées-là, ces bagarres-là n'aurait pas eu lieu le match d'ensuite. La Ligue nationale a manqué le bateau dans ce cas-là. Et c'est pas la manière. Les Rangers contre les Caps le lendemain, c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes de non-suspension, en fait. Ça aurait dû être réglé dans les bureaux, toute cette histoire-là, et non sur la glace. D'ailleurs, Wilson qui s'est blessé dans cette partie-là. D'autres joueurs ont été blessés dans cette partie-là et c'est pas ça qu'on veut voir. On veut voir le talent sur la glace. Il y avait déjà une belle évolution du hockey dans les dernières années. Moins de bagarres, moins de coups à l'eau, etc. Et là, on est retombé à l'ère des Broad Street Bullies des années 80 puis des Big Bad Bruins des années 70-80 aussi. Puis c'est pas le genre de hockey que moi je veux voir nécessairement.
Je sais qu'il y en a qui ont adoré ça. Oui, c'est le fun de l'émotion, mais c'est plus le fun de l'émotion dans le cadre du jeu plutôt que de jeter les gants, les 10 personnes sur la glace ou à la mise au jeu. C'est même pas du hockey, tu sais. Donc, c'est ça. C'est mon opinion de la situation, mais n'empêche que c'est probablement que ça peut créer une rivalité entre les deux équipes dans l'avenir. Mais bon, à la suite de ça, les Rangers qui congédient leur président et leur directeur général pour les remplacer par Chris Drury. Laissez-moi rire un peu. Chris Drury qui était déjà dans l'organisation. On est à 3-4 matchs de la fin de la saison. Ce ménage-là aurait pu être fait après la saison et non à 3-4 matchs de la fin de la saison. Donc, j'ai comme l'impression que la Ligue nationale s'en est mêlée. La Ligue nationale, les bureaux sont à New York. Les Rangers sont tout près. C'est pas... c'est un peu une situation plate de vivre ça. On a l'impression que l'administration du hockey s'en est mêlée et c'est dommage parce que le produit que nous, on aime, ça se passe à la glace et non dans les bureaux. Fait que c'est ça. C'était mon éditorial du côté de la Ligue nationale. Sinon, les Blue Jays, grosse victoire hier soir. On va parler de baseball un peu, bien sûr. Les Blue Jays l'emportent 10-4 contre les A's d'Oakland. Et ils séparent la série de 4 matchs, 2 victoires de chaque côté, ce qui est parfait. Et les Blue Jays... L'attaque est revenue. Là. Dans les 2 victoires, justement, les Blue Jays ont donné les 2 premières victoires aux Aces dans le début de la série et ont remporté les 2 derniers matchs, 9-4 et 10-4. Donc, l'offensive des Blue Jays là, a marqué 19 points dans les 2 derniers matchs, n'ont accordé seulement 8. Et force est d'admettre qu'on est content de revoir le bon vieux Ryu sur la butte, le lanceur partant numéro 1 des Blue Jays qui a fait la job encore une fois hier, malgré la blessure qu'il avait subie quelques semaines, quelques jours. Quelques semaines, il a manqué un départ, donc on parle au moins une dizaine de jours là, sur la liste des blessés. Vous voyez, les Blue Jays sont revenus de l'arrière dans ce match-là parce que c'est les Aces qui menaient 1-0 directement en première manche. Les Blue Jays ont marqué 3 points en début de troisième. Les Aces ont marqué 3 points tout de suite pour répliquer. Et, quand une équipe réplique comme ça puis reprend les devants dans le match, tu peux t'écraser, mais les Blue Jays n'ont pas fait ça. Début de 4e manche, marque 2 points. Et début de 6e manche, marque 4 points. Puis là, ça en était fini. Ça en était fini des Aces d'Oakland. Et le deuxième but des Blue Jays, Marcus Semien, qui jouait contre son ancienne équipe, il revient avec justement 4 coups sûrs hier dans la victoire des Blue Jays. Donc, belle performance. Il a pris les choses en main. Les Blue Jays sont impressionnants. On en a parlé hier avec Passion MLB, mais on n'a pas parlé seulement des Blue Jays, mais de la plupart des divisions où est-ce que c'est hyper serré. C'est vraiment serré dans chacune des divisions. La plupart des équipes qui se retrouvent en 3e, 4e et 5e position de leur division jouent tout près de 500 ou même dans certaines divisions jouent au-dessus de 500. Ce qui est assez incroyable parce que on peut parler de parité dans le baseball majeur à ce moment-là. Hier, Charles-Alexis me rappelait que peut-être qu'on a du nivelage vers le bas aussi, c'est ce qui est moins positif. Mais quand on regarde les performances, quand on regarde les séries des matchs, tout ça, c'est certain que les bonnes équipes, beaucoup de bonnes équipes en début de saison n'ont pas eu les débuts de saison qui étaient espérés, notamment les Yankees, les Astros aussi, qu'on voyait vraiment remporter leur division. Les Astros tirent de la patte, jouent à peu près pour 500 justement, alors qu'on pensait qu'elle allait jouer beaucoup mieux que ça. Les Twins du Minnesota qu'on voyait vraiment remporter leur division aussi, ou tout près. Être dans la lutte du moins avec les White Sox de Chicago. Ces équipes-là ont plus de difficultés en début de saison, ce qui explique fort probablement le nivelage par le bas que Charles-Alexis parlait. Donc, c'est intéressant de voir ça. C'est intéressant de voir que malgré le depth chart des équipes, là, la profondeur des équipes, malgré que des équipes devraient être en tête et ne le sont pas, moi, je vois ça positivement en me disant, malgré l'effectif que tu as entre les mains, il faut quand même que tu les remportes, ces matchs-là. Les victoires ne te sont pas données tout cru dans le bec. Donc, je vois ça très, très positif de ce côté-là.
Que dire d'autre ce matin que merci d'être là. Merci à tous ceux qui étaient live hier. Je sais que depuis un certain temps, je suis 100% sport sur le podcast. Moi, ça me fait triper. Ça me fait triper de vous jaser le matin, même si je suis pas live les matins, tout ça. Je trouve ça le fun de juste jaser des résultats, de l'actualité, de l'actualité sportive. Moi, je tripe à faire ça. J'aime beaucoup ça. Je pense que le format matinal, je préfère même à la version live. La version live, je vais retomber en amour avec la version live la semaine prochaine, alors que le couvre-feu revient à 21h30 là, en Outaouais, dans ma MRC, entre autres. Donc, je vais reprendre un petit peu... comment je pourrais dire ça? Je vais retourner aimer mon podcast parce que ce que je trouve le plus difficile d'être live à 18h, c'est, il n'y a pas, tu sais, on est victime des algorithmes, puis on est victime du fait que les gens ont d'autres choses à faire aussi à 18h. Le souper vient, les gens soupent, le souper se termine pour ceux qui soupent un peu plus tôt. Il y a la routine, etc. Donc, c'est pas évident. J'ai vraiment hâte qu'on termine cette phase de couvre-feu-là, et même, je pense que l'idéal pour le podcast live va être d'être encore plus tard en soirée, où est-ce que les gens peuvent s'effoirer, puis même quand il y a des événements sportifs qui vont être déjà en cours, tout ça, les gens vont pouvoir se connecter un petit peu plus facilement puis être live là. Parce que ce que j'aime de faire le podcast live, c'est d'avoir de l'interaction avec les gens. C'est que les gens participent, qui posent des questions, qui font des commentaires, tout ça. Pour un podcast live sportif, ça prend de l'interaction, ça prend de l'interactivité, tout ça. Donc, c'est ce qui me manque de faire mon podcast un petit peu plus tard avec votre participation, bien sûr. Donc, j'ai bien hâte de retourner dans une case horaire un petit peu plus flexible ou qui permet un petit peu plus les interactions. Puis, il y a quand même une belle réponse au podcast. Là. Les gens l'écoutent sur YouTube, les gens l'écoutent sur Facebook, ils l'écoutent en audio sur Spotify et Google Podcast. Moi, je vois les statistiques, tout ça. Je vois qu'il y a des gens qui écoutent. Puis ça me fait triper au bout de penser que je rejoins du monde. Mais pour les épisodes live, j'aime ça quand ça peut participer, puis que ça peut relancer les questions, ça peut relancer les débats. Comme animateur, c'est magique. T'sais. Donc, voilà. Voilà qu'est-ce qu'il y en est pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Puis je vous laisse avec une petite pièce musicale, bien entendu. On repart en musique. Je vous souhaite de passer une belle journée, un excellent week-end. Et profitez-en, sortez dehors, allez jouer au golf. L'Auberge et Club de Golf Héritage, 819-522-6622. All right. Ciao tout le monde.